Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que le temps d'exécution, ça dépend de l'ordinateur qui est utilisé. Si on utilise mon ordinateur ou l'ordinateur de vos différents camarades, rien qu'à la taille des ordinateurs, je sais qu'il y en a qui sont des ultra portables et tout ça, qui ne sont pas puissants du tout. Donc forcément, si on exécute le même programme sur vos machines ou sur ma machine, eh ben on ne va pas avoir les mêmes temps d'exécution. Ça dépend aussi du langage de programmation que vous allez utiliser. Par exemple, le langage C, moi je l'utilise avec vous parce que c'est extrêmement pédagogique comme langage, c'est la vraie raison pour laquelle j'utilise le C, mais aussi c'est un langage qui est extrêmement rapide. Si vous allez utiliser d'autres langages de programmation, le temps d'exécution sera beaucoup plus lent. Par exemple, vous prenez un langage de programmation où la taille des variables est elle-même variable, eh bien ça fait que quand vous allez réaliser des opérations arithmétiques, ça va être beaucoup plus lent qu'en langage C. Le langage C, vous vous rappelez que les entiers ont une taille limitée. Il y a un minimum et un maximum, et si vous dépassez, ça pose des problèmes de mémoire, et votre programme n'est plus viable, en fait, ne produira plus le résultat que vous attendez. Il y a des langages, comme le PHP ou le Python, où vous pouvez avoir des entiers beaucoup plus grands qu'en langage C, mais ça fait que ça ralentit les opérations. D'accord ? Donc la vitesse d'exécution, elle dépend également du langage de programmation. Mais ce qui va vraiment compter, ça va être la complexité de l'algorithme sous-jacent au code que vous êtes en train d'exécuter. Alors, je reviens sur le tableau de la semaine dernière, parce qu'il faut bien comprendre que suivant le nombre d'instructions qui vont être réalisées, il y a des fonctions que vous ne pourrez pas exécuter. Vous n'obtiendrez pas de résultat. Par exemple, si vous avez un algorithme qui est exponentiel, donc de l'ordre de 2 puissance n. Par exemple, quand vous cherchez tous les sous-ensembles possibles d'un ensemble. C'est ce qu'on verra avec le problème de la somme de sous-ensembles qu'on verra en TD ou au prochain cours. On va être obligé d'énumérer tous les sous-ensembles possibles. Et il y en a 2 puissance n des sous-ensembles. Quand vous allez faire ça, si le nombre d'éléments dans votre ensemble initial est trop important, vous ne pourrez jamais tous les énumérer. Si vous avez une centaine d'éléments dans un ensemble, 2 puissance 100, c'est un nombre qui est plus grand que le nombre de secondes du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc concrètement, c'est inatteignable. Par contre, si le nombre des instructions que vous allez exécuter est logarithmique en la taille des données, alors là, vous pourrez aller sur des tailles de problèmes qui seront extrêmement importantes. Vous voyez ici que quand on a un nombre d'opérations qui est égal à log n, avec n la taille de l'entrée, même avec 10 puissance 6 valeurs en entrée, on obtient un résultat en quelques nanosecondes. Donc c'est instantané en fait. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment des choses qu'on va pouvoir calculer et des choses qu'on ne pourra pas calculer en un temps raisonnable. Alors par exemple, je me suis amusé à prendre diverses fonctions que vous avez déjà programmées l'an dernier et j'ai tracé le nombre d'instructions qui étaient exécutées. D'accord ? Donc chaque fois qu'il y a une déclaration de variable, chaque fois qu'il y a une addition, chaque fois qu'il y a un test, chaque fois qu'il y a une comparaison, chaque fois qu'il y a un appel de fonction, etc., etc. D'accord ? Et j'ai tracé la courbe. Alors j'ai repris la fonction puissance récursive rapide qui, bien sûr, nous calcule x à la puissance n et on utilise un algorithme qui, à chaque étape, va diviser la taille de l'exposant par 2. Et donc, le nombre d'appels récursifs va être logarithmique en la valeur de n au départ. Alors, il y a un jeu, parce que bien sûr, quand on divise un entier par 2 en langage C, ça nous donne un entier. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une courbe qui ressemble à ce qu'on peut voir d'habitude. Là, il y a des pas. Mais concrètement, on voit qu'il y a une progression qui est logarithmique. Et donc ça, c'est typiquement un algorithme que vous pourrez utiliser sur des grandes valeurs de n. Donc ça, cet algorithme, typiquement, il va être très efficace. Après, j'ai pris une autre fonction qui est la recherche d'une valeur maximum dans un tableau qui, a priori, n'est pas triée. Donc là, il n'y a pas le choix. Si les données ne sont pas triées, on est obligé de parcourir toutes les cases du tableau et à chaque fois de vérifier si la case qu'on est en train de considérer est plus grande que le maximum qu'on a rencontré jusqu'à présent. Donc, le nombre d'opérations va être proportionnel à la taille du tableau. Et donc, quand on voit le nombre d'opérations qui est réalisé, on voit qu'on a une droite et qu'elle est donc proportionnelle à la taille du tableau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme qui sera linéaire. Donc linéaire, c'est moins bien que logarithmique,
mais c'est quand même très efficace. Alors ensuite, le tri à bulles, qu'on a déjà vu l'an dernier, c'est un des tris les plus simples à implémenter. Et quand on regarde le code, ce qu'on peut voir, c'est, d'une part, il y a une première boucle ici qui va s'exécuter taille fois, taille étant la taille du tableau. Et dans cette boucle, il y a une autre boucle qui va s'exécuter taille moins une fois. Donc, à peu de choses près, on va avoir taille au carré opération. Et combien d'opérations on aura à chaque fois? 1, 2, 3, 4, bon, on va compter après. Mais donc, vous voyez que l'ordre de grandeur du nombre d'opérations qu'on va réaliser avec l'algorithme du tri à bulles va être proportionnel au carré de la taille de votre tableau. Alors là, on n'est plus du tout logarithmique, on n'est plus du tout linéaire, on est sur une courbe qui va être polynomiale. Alors, ça veut dire que la croissance de cette courbe va être plus importante et que donc ça va automatiquement limiter la taille des données que vous allez pouvoir manipuler. Imaginez, si vous avez un tableau d'1 million de cases, ça veut dire que vous allez faire 1 million fois 1 million d'opérations. Voilà. Et là, je vous ai mis une autre fonction, alors qui est idiote, hein. C'est vraiment un exemple, histoire de vous en montrer un. Imaginons qu'on ait une équation à 3 inconnus, et je recherche toutes les solutions à cette équation, qui sont comprises entre 0 inclus et n. Voilà, et donc ça va nous calculer, ça va déterminer en mode brute force, en testant toutes les possibilités, les différentes valeurs de x, y et z, qui sont nos inconnus, comprises entre 0 et n, et chaque fois qu'on aura une solution, eh ben, on va afficher les valeurs de ces 3 variables. Et donc, comme on teste toutes les valeurs possibles, eh bien, vous voyez qu'on a une première boucle qui va s'exécuter n fois, pour la première variable. À l'intérieur, on aura une autre boucle qui va s'exécuter n fois pour la seconde variable. À l'intérieur, on aura une troisième boucle qui va s'exécuter n fois pour la troisième variable. Et puis ensuite, on aura un test et un affichage si jamais c'est une solution. Par rapport au tri à bulles, qui était en n carré, là, on va être plutôt en n cube. Donc la croissance va être encore plus grande. Le temps nécessaire pour obtenir une solution va être de plus en plus important. Et là, ça commence à être critique. Bien sûr, je ne me suis pas embêté à tracer des temps d'exécution pour une courbe exponentielle, parce qu'on l'avait déjà avec Fibonacci en récursif. Et après, il y a des algorithmes qui vont avoir une durée d'exécution qui sera factorielle en la taille de l'entrée. Alors là, c'est encore pire que exponentielle. D'accord? Et par exemple, énumérer toutes les permutations des valeurs d'un tableau, bah, c'est n factoriel. Et donc ça, c'est très, 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 très long. Donc tout ça, tout ce que je vous ai montré là, les courbes, c'est de l'expérimental. Et le problème avec les expérimentations, c'est qu'il faut exécuter le code. Mais c'est un peu naze d'exécuter le code. Parce que le jour où vous allez devoir choisir un algorithme, une fonction parmi un ensemble de fonctions, vous n'allez pas toutes les coder, toutes les tester pour voir laquelle est rapide, laquelle est lente. Parce que vous imaginez le travail qui serait nécessaire. Donc, vous allez devoir être capable, d'un point de vue théorique, d'évaluer le temps d'exécution d'une fonction. Et on va voir comment faire, bien sûr. On va voir comment calculer, donc, la complexité d'un algorithme ou d'une fonction. À chaque fois, j'ai mis des exemples qui sont en langage C. Mais j'aurais très bien pu les mettre dans un autre langage ou même dans un langage théorique, en pseudocode. D'accord? Ça revient exactement au même. Là, ce qu'on voit, ça ne dépend pas du langage C. C'est vraiment une méthode qui est générique, que vous pouvez utiliser, appliquer sur n'importe quel langage. Alors la complexité, déjà, qu'est-ce que c'est? Bah, ça va être le nombre d'opérations qui vont devoir être réalisées par votre algorithme pour obtenir une solution. Le nombre d'instructions. Alors plus précisément, on va parler du nombre d'instructions élémentaires. Donc les instructions élémentaires, c'est les opérations de base qui sont fournies par le langage, d'accord? Et qui s'exécutent très rapidement. Alors par exemple, l'addition, la soustraction, la multiplication, ça, c'est des instructions qui sont élémentaires. L'exponentiation, mettre un nombre à une certaine puissance, ce n'est pas une instruction élémentaire, parce que, comme vous l'avez vu, on est obligé d'appliquer un algorithme. Et même s'il est logarithmique,
C'est pas une instruction qu'on va exécuter, mais un nombre d'instructions qui va être logarithmique. C'est des multiplications et des multiplications et des multiplications. Donc il y a les instructions élémentaires et les instructions qui ne sont pas élémentaires, justement. Alors, il y a la théorie et il y a aussi la pratique. C'est-à-dire que parfois, on va considérer que certaines opérations vont être élémentaires du simple fait qu'elles s'exécutent en temps constant, même si ces opérations peuvent être très lentes. En particulier, un appel de fonction printf, c'est quelque chose qui est très lent. Quand vous réalisez un affichage à l'écran, c'est très lent, mais on peut considérer qu'il s'agit d'une instruction élémentaire, parce que le temps d'exécution de la fonction printf, généralement, est constant, et c'est fourni par le langage. Alors là-dessus, il y a débat. Nous, dans notre cours, on va considérer que c'est une instruction élémentaire. Et alors, le coût d'une instruction élémentaire, c'est un coût qui est unitaire, c'est 1. Donc là, on ne parle pas de vitesse, on va juste compter le nombre des instructions. Ensuite, quand vous avez une séquence d'instructions, plusieurs instructions qui se suivent, et ces instructions ne sont pas nécessairement élémentaires. Mais quand vous avez une succession d'instructions, le coût de ces instructions, c'est la somme des coûts de chacune des instructions. Donc si vous avez une suite d'instructions I1, I2, I3, le coût de cette suite, c'est le coût de I1 plus le coût de I2 plus le coût de I3. Quand vous regardez l'exemple que je vous mets ici, qui permet d'échanger le contenu de deux variables. Les deux côtés, que ce soit S1 ou S2, à chaque fois, le résultat, c'est que les variables sont échangées. Alors, c'est deux manières d'échanger le contenu de deux variables A et B, ou X et Y. La différence, c'est que ici, dans S1, on a besoin d'une variable intermédiaire, alors que dans cette deuxième méthode, on n'utilise que nos deux variables, et donc c'est moins coûteux en mémoire. Alors combien est-ce qu'on a d'instructions élémentaires dans cette première opération? Eh bien on a une affectation, deux affectations, trois affectations, c'est tout. C'est trois instructions élémentaires, donc le coût de cette suite S1, c'est 3. Pour la deuxième suite d'instructions, S2, il faut faire attention. On a une addition sur la première ligne et une affectation. Donc ça fait 2. Sur la deuxième ligne, on a une soustraction et une affectation. Ça fait 2 encore. Et sur la troisième ligne, on a encore une soustraction et une affectation. Ça fait encore 2. Pour un total de 6 instructions élémentaires. Alors, j'ai votre camarade qui me demande s'il vaut mieux avoir moins de variables, enfin utiliser moins de variables, ou s'il vaut mieux avoir moins d'instructions. Donc là, il n'y a pas de réponse. Ça dépend du contexte. Si vous êtes dans un contexte de performance en temps d'exécution, vous comprenez bien que la première méthode n'a que 3 instructions élémentaires. Ça va donc aller plus vite que pour la seconde méthode qui va utiliser 6 instructions élémentaires. Donc généralement, si tu répètes 1 milliard de fois l'échange de deux variables, si ton objectif c'est la vitesse, la première méthode sera meilleure. Mais si tu es dans un contexte très particulier, par exemple, programme sur un satellite ou sur le rover qui est sur Mars ou un truc comme ça, et que tu as très peu de mémoire que tu peux utiliser. Parce que, par exemple, la mémoire des satellites et des robots qui vont sur les autres planètes, c'est de la mémoire qui doit être blindée parce qu'il n'y a pas forcément d'atmosphère, et donc il y a un rayonnement solaire, et donc c'est une mémoire qui coûte très cher. Eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux être un peu plus lent, mais utiliser moins de mémoire. Voilà, donc c'est un compromis, et d'ailleurs, ce compromis entre temps d'exécution et quantité de mémoire utilisée, c'est à peu près valable en permanence. C'est-à-dire que, bien souvent, pour accélérer un programme, on va utiliser plus de mémoire. Et donc, on est en permanence en train de jongler entre vitesse et quantité de mémoire utilisée. Bon, dans ce cours, on se concentre uniquement sur la vitesse pure, mais tout ce que je dis pour la vitesse peut également être appliqué sur la mémoire. Donc c'est à vous de voir en fonction du contexte. On a vu comment compter le nombre d'instructions élémentaires d'une séquence d'instructions. Mais là, on va mettre une structure conditionnelle, c'est-à-dire un test, if, si quelque chose, alors j'applique une des deux méthodes, sinon j'applique l'autre méthode. Alors, cherchez pas d'utilité à cet exemple, il est là uniquement d'un point de vue pédagogique, et d'un point de vue professionnel, il ne sert à rien, c'est juste pour illustrer mon propos. Quel est le nombre d'instructions qui va être exécuté? Donc ça dépend du retour qui est fait par rand. Si c'est 1, on va exécuter 3 instructions, et si c'est 0, on va en exécuter 6. Oui, mais moi je suis en train de compter le nombre des instructions
d'un algorithme. Alors c'est 3 ou c'est 6? Il y a plusieurs stratégies d'évaluation. À chaque fois qu'on va calculer une complexité, on peut adopter une stratégie exacte. Trouver une formule qui, à partir des données d'entrée, va vous donner le nombre d'instructions exactes qui seront exécutées. Alors ça, généralement, il n'y a pas de formule pour ça, si ce n'est l'exécution. Et ça, c'est justement ce qu'on souhaite éviter. Donc il y a des cas où vous serez capable de prédire exactement le nombre d'instructions, donc ça, tant mieux, mais c'est des cas qui sont plutôt rares, et en général, avoir le nombre exact d'instructions qui seront exécutées, ça reviendra à exécuter le programme, et c'est justement ce qu'on veut éviter de faire. Alors je fais le lien entre compter et exécuter, parce que vous ne devez jamais oublier que l'informatique, c'est des mathématiques discrètes, et que quand vous programmez, même si vous n'en avez pas l'impression, vous faites des mathématiques. Alors ensuite, il y a la stratégie du au mieux, c'est-à-dire la version optimiste. D'accord ? Donc la version optimiste des choses, vous allez compter le nombre minimum d'instructions à chaque fois que vous aurez une structure conditionnelle. En fait, cette stratégie-là, elle va vous permettre d'obtenir une borne inférieure au nombre des instructions que vous allez réellement exécuter. Cette borne inférieure, ça va vous permettre de savoir que vous ne pourrez pas avoir le résultat avant telle échéance. Donc c'est quand même important, parce que dans certains cas, ça vous permet de gérer le temps d'exécution. Vous allez lancer un calcul, et vous allez savoir que vous en avez au moins pour tant de temps, et donc pendant ce temps-là, vous savez que ça ne sert à rien de venir vérifier votre calcul, et vous pouvez accomplir d'autres tâches en parallèle. Mais évidemment, chaque fois que vous allez exécuter votre algorithme, comme il s'agit d'une borne inférieure, vous savez que votre algorithme va mettre plus de temps que ça à s'exécuter. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien de temps il va mettre à s'exécuter. Donc, c'est pas ce qu'on va regarder dans notre cours, même si ça peut être intéressant. Alors, il y a une stratégie du en moyenne. Parce que là, quand on reprend l'exemple qu'on a vu précédemment, ici, si on suppose que la fonction rand, c'est une bonne fonction aléatoire, ça veut dire qu'une fois sur deux, en moyenne, elle va retourner 0, et une fois sur deux, en moyenne, elle va retourner 1. Alors, les choses sont un peu plus compliquées parce que la fonction rand, elle est pourrie, mais dans la théorie, si vous aviez un bon générateur, on pourrait se faire cette réflexion. Et donc, ça veut dire qu'une fois sur deux, vous auriez 3 opérations, une fois sur deux, vous auriez 6 opérations, donc vous êtes capable de calculer l'espérance du nombre d'instructions que vous allez réaliser, et si vous avez l'espérance du nombre d'instructions que vous allez réaliser, ça correspond globalement au temps d'exécution que vous pouvez espérer concrètement. Donc c'est ce qui correspondrait le plus à ce que vous voulez. Le problème, c'est que sur un exemple comme ça, c'est très facile, mais sur un véritable algorithme, c'est l'horreur. Et non seulement c'est l'horreur, parce que ça peut faire des calculs qui sont extrêmement compliqués, mais en plus, cela dépend des données que vous avez en entrée. Et donc, si vous souhaitez faire une évaluation en moyenne, ça signifie que vous devez connaître la loi de distribution des données qu'on va avoir en entrée. Par exemple, si j'exécute le tri à bulles, quelle est la distribution des données? Est-ce que les tableaux qu'on va vous donner sont distribués de manière uniforme sur l'ensemble des tableaux possibles? Alors la réponse est non, parce qu'on a remarqué que généralement les instances qui sont issues de la vraie vie sont assez particulières et ne sont pas uniformes sur l'ensemble des données possibles. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai des collègues qui travaillent au développement d'algorithmes qui sont extrêmement performants sur des instances industrielles, même si en théorie, ces algorithmes-là sont tout pourris. Donc il y a une vraie différence de distribution des données. Et donc, connaître la distribution des données, c'est pas sûr qu'on l'ait en fait, cette distribution. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à mettre en œuvre. Et en particulier, moi, ça a été une partie de mon travail de thèse. Ça a été d'évaluer l'espérance de la taille des solutions. Alors là, c'était pas le temps d'exécution, c'était la taille des solutions que retournait un algorithme pour un certain problème. Et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, que je souhaite ça à personne, parce que c'est une horreur mathématiquement parlant. Et ensuite, on a la dernière stratégie, qui a été celle proposée par vos camarades, qui est la stratégie du pire cas. Alors, à l'inverse de la stratégie du au mieux, là, on fait la stratégie du au pire. C'est-à-dire qu'à chaque instruction conditionnelle, on va considérer que c'est la branche
qui a le plus d'instructions qui va être exécutée. Et donc, avec cette méthode-là, on va obtenir une borne supérieure au temps d'exécution et donc une garantie absolue sur le temps maximum que mettra votre algorithme à s'exécuter. Et donc là, ça veut dire que ça va nous permettre d'évaluer le temps maximum que mettra un algorithme pour s'exécuter. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser la stratégie du au pire. Quand vous êtes face à une instruction conditionnelle, le coût de cette instruction conditionnelle, ce sera le temps nécessaire pour réaliser la condition. Ça peut être unitaire si c'est juste une opération arithmétique ou une comparaison de deux variables, mais ça peut être un appel de fonction un peu plus complexe. Donc on va devoir évaluer le temps nécessaire pour la condition, et ensuite, ce sera le maximum entre chacune des deux branches. Donc le coût de S1 et le coût de S2, on va récupérer le maximum des deux. Et on va considérer qu'à chaque fois qu'on est face à une instruction conditionnelle, c'est toujours la pire qu'on va exécuter. Même si, pour certains algorithmes, il n'est pas possible de toujours exécuter la pire branche. Mais c'est pas grave, parce que ça nous permettra d'avoir une borne supérieure. Donc là, le coût de cette instruction-là, ce sera 6 pour le max entre S1 et S2. Et puis, on va rajouter l'exécution de la condition. Et alors là, moi j'ai supposé qu'un appel à rand se faisait en temps constant, que donc c'était une instruction élémentaire. Ensuite, on a réalisé un modulo. C'est aussi une instruction élémentaire. Donc ça m'a fait 2, plus 6. Le coût de cette structure conditionnelle, c'est donc 8. Bien sûr, on arrive aux structures répétitives, donc les boucles. Alors là, j'ai présenté uniquement pour la boucle for, mais on a exactement le même principe pour les boucles while. Donc le temps nécessaire à l'exécution d'une structure répétitive, c'est la somme des temps des instructions qui composent la structure répétitive. On va avoir d'abord une initialisation de la variable. Cette initialisation, elle est réalisée une seule fois. Donc ça va être notre 1 plus. Et ensuite, on va avoir à chaque tour de boucle, notre variable i qui va augmenter, et donc on va avoir un nombre d'instructions qui va dépendre de i. Donc on va avoir le temps de l'instruction i. Mais à chaque tour de boucle, on va également vérifier que la condition est respectée. Il va falloir rajouter ce temps, et on va également réaliser là un incrément, mais ça peut être une opération beaucoup plus complexe. On va devoir aussi ajouter ce temps-là. Donc en fait, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque instruction, elle doit être comptée. Donc par exemple, on va avoir une boucle qui va à chaque fois échanger le contenu de 2 cases d'un tableau. Je la répète n fois exactement. Le coût, ça va être 1 pour l'initialisation de ma variable. Et ensuite, à chaque tour de boucle, je vais avoir combien? Donc ici, j'ai une affectation. Ici, j'ai une affectation plus une addition. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Et à la troisième ligne, 4 pour l'addition et 5 pour l'affectation. On a 5 opérations ici. Alors, justement, je me suis planté ici. Je vous dis, ça nous fait donc 1 plus 5 fois n opérations. J'ai oublié la condition, qui est 1 à chaque tour de boucle, et l'incrément qui est de 1 à chaque tour de boucle. Donc, ici, le temps d'exécution de cette boucle, ça va être 1 plus 7 fois n opérations. On est d'accord? Donc ici, c'est un 7. La question de votre camarade, c'était de savoir si on initialise à autre chose qu'à 0, comment ça se passe? En fait, ce qui compte, c'est vraiment le nombre de répétitions totales. Donc si on part de i égale 2, alors on aura eu, au lieu d'en avoir n répétitions, on aura eu n-2 répétitions, évidemment. Le bilan du calcul de la complexité. Le temps d'une affectation d'une instruction élémentaire, c'est considéré comme constant. Le temps d'une séquence, c'est la somme des temps qui composent la séquence. Le temps d'un branchement, c'est le temps maximum des alternatives. Et le temps d'une boucle, c'est la somme des temps des instructions qui sont répétées à chaque tour de boucle. Alors, on va partir sur des petits exemples et je vais vous demander d'essayer d'évaluer le nombre d'instructions nécessaires pour différentes fonctions. Et bien sûr, pour terminer, le triabule. On va le faire rapidement ensemble. Notez, comme d'habitude, on a les opérations initiales, patati, patata. On va répéter taille fois cette boucle-là. Cette boucle-là, on aura la condition qui va se réaliser à chaque fois et on aura l'incrément, plus
ce truc-là. Donc, on aura taille fois 2 plus le temps de ce truc-là. Et le temps de ce truc-là, c'est quoi? C'est, on va répéter taille moins 1 fois le temps de ce truc-là, qui va être... Enfin, on aura donc l'incrément, la condition et l'instruction de soustraction. Donc ça nous fait 3. On aura à chaque fois le test. Ça nous fera 1, et ici, il y a plus 1. Et à chaque fois, on aura 1, 2, 3 affectations, plus 2 additions. Donc, si je ne me suis pas trompé, donc je vous disais les 3 instructions, les 3 déclarations de variables. Ça, c'est bon. On a l'initialisation de notre variable i. C'est bon. Ensuite, on a taille fois le reste. Et le reste, c'est quoi? C'est 2 pour la comparaison, ici, le i inférieur à taille, et le i++. Donc ça, c'est notre 2. Plus 1 pour l'initialisation de la variable j. Et ensuite, on va réaliser taille moins 1 fois. Qu'est-ce qu'on va réaliser? Donc, une soustraction, une condition et un incrément. Ça fait 3. Ensuite, on va réaliser le if. Donc, on va voir une comparaison et une addition. Ça nous fait 2. Et ici, on a nos 3 affectations plus les 2 additions. Ça nous fait 5. Au final, ça nous fait une complexité. Regardez la formule. Du 4 plus taille fois 3 plus taille moins 1 fois 10. Ce qui est intéressant ici, d'après vous, est-ce que c'est ce truc-là, la formule que je vous donne? Bon, je crois que vous avez clairement senti que depuis tout à l'heure, les formules que je vous donne, le plus 1, moins 1, tout ça, je m'en fiche. Et c'est qu'en fait, si on retourne sur le tableau qu'on avait avant, est-ce que je l'ai mis là? Voilà. Qu'est-ce qui est important? C'est l'ordre de grandeur des temps d'exécution. Qu'on ait un nombre d'instructions qui soit du n carré plus 3. Ça reste du n carré, finalement. Donc les temps d'exécution, ça sera à peu près ce truc-là. Même si on multiplie par 3 ou par 4 le temps d'exécution, les ordres de grandeur des temps qu'on va manipuler, ça restera ce truc-là. Et donc, à partir du moment où vous avez un algo qui est logarithmique, ça reste logarithmique. Même si vous faites 10 fois trop d'opérations, ça reste logarithmique, c'est super abordable. Par contre, si vous êtes sur du n carré, tout de suite, ça peut commencer à craindre sur des grandes valeurs d'entrée. Si vous êtes sur du cube, alors là... Et donc, c'est ça qui va être important. Et donc, dans la complexité, là, on a vu la complexité en pire cas, mais en fait, ce n'est pas la vraie formule de la complexité du nombre des instructions qui va nous intéresser, mais l'ordre de grandeur. Avant de parler d'ordre de grandeur, je vais vous parler de domination. Quand vous avez 2 fonctions, f de x et g de x, la fonction g va dominer la fonction f si il existe un certain entier n0 à partir duquel une constante fois g de x, on aura ce truc-là qui sera toujours plus grand que f de x. Donc, en vert, c'est ma courbe c fois g de x. Avec c, une constante, n'importe laquelle. Vous choisissez, c'est une constante, c'est à vous de décider quelle est cette constante. Ça peut être 2, ça peut être 1000, ça peut être 1 milliard. Et vous avez la fonction f de x. Si à partir d'un certain rang, la constante que vous avez trouvée fois g de x est toujours au-dessus de la courbe f de x, et je dis bien toujours, alors c'est que g domine f. Au début, il peut se passer ce qu'on veut, on s'en fiche. Ça peut être n0 peut valoir 1, il peut valoir 1000, il peut valoir 1 milliard. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après, vers l'infini. À partir de cette valeur-là, c fois g de x doit toujours être plus grand que f de x. Prenons par exemple 2 fonctions. f de x est égal à 10x plus 20. Et prenons g de x est égal à x carré. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une constante qui vaut 1. Pourquoi celle-là? Parce que j'ai envie. Ça aurait pu être une autre constante. Ça aurait pu être 2, ça pourrait être 5, voilà. Et j'ai tracé ensuite la valeur de f de x
pour chaque valeur de x possible. Et puis, j'ai placé aussi la valeur de g de x fois ma constante, qui vaut 1, donc j'ai laissé g de x. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, la valeur de f de x est plus grande que la valeur de g de x. Mais il existe un certain rang, qui est 12, à partir duquel g de x va être plus grand que f de x. Mais à partir de ce rang 12, ce sera toujours vrai. G de x sera toujours plus grand que f de x. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que g de x domine f de x. Ce qui est important de voir, c'est que pourquoi il y a une domination qui se met en place. Tout simplement parce que la croissance de g est plus importante que la croissance de f. Et donc, même si au départ g est en dessous de f, il y a un moment, comme on a une croissance qui est plus importante, on restera en permanence au-dessus. Ce qui nous amène à la notation grand O. C'est ce qu'on appelle la notation de Landau. Cette notation-là, elle nous sert à donner une borne supérieure de l'ordre de grandeur. Concrètement, si f de x est dominé par une fonction g de x, alors on peut dire que f de x est en grand O de g de x. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur de croissance de la fonction f est au plus l'ordre de grandeur de la fonction g. Quelques exemples. 3 fois n, l'ordre de grandeur, ça peut être du n cube. On est d'accord qu'à partir d'un certain rang, n cube va être plus grand que 3 fois n carré. Surtout si on le multiplie par la constante qu'on veut. Mais 3 fois n carré, c'est en grand O de n carré également. Si ma variable, ma constante, j'avais donné la valeur 4, eh bien 3 fois n carré, c'est plus petit que 4 fois n carré à partir d'un certain rang, à partir de 1. Et donc, 3n carré est en grand O de n carré. N carré, on peut aussi dire que c'est en grand O de log de n fois n carré. En fait, comprenez bien que la notation grand O, c'est juste une borne supérieure sur l'ordre de grandeur de la croissance, donc du n carré, grand O de n3 ou grand O de n carré. De la même manière, si on a une fonction f de x qui domine une autre fonction, alors on pourra dire qu'elle est en oméga de quelque chose. Par exemple, 3n carré, c'est en oméga de n. Une croissance n carré, 3 fois n carré, c'est plus important qu'une croissance en n. Et là où c'est super intéressant, c'est quand on a une croissance qui est encadrée. C'est-à-dire que quand on a à la fois le grand oméga et la notation grand O, et que à chaque fois on a la même fonction pour l'oméga et le grand O, alors on dit que f de x est en θ de g de x. C'est-à-dire qu'on maîtrise parfaitement, à une constante près, la courbe de progression du nombre d'instructions de notre fonction en fonction de la taille des paramètres. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est ça qui va nous donner l'ordre de grandeur du nombre d'instructions réalisées par une fonction et qui va donc nous permettre de comparer les performances de diverses fonctions. Et là, on est totalement indépendant de l'exécution sur une machine, mais je vous garantis que ce résultat-là, il sera extrêmement précis, parce que ce qui compte quand on souhaite évaluer le temps d'exécution d'une fonction, c'est pas les détails, c'est vraiment l'ordre de grandeur du nombre d'instructions, parce que c'est ça qui va faire qu'on pourra obtenir une solution ou pas. Concrètement, là, je vous mets un petit bilan sur comment calculer une notation en grand O ou en θ. Donc, il y a des exercices, on pourra revenir dessus. Mais je vais vous présenter juste ce dernier dessin, ce dernier schéma, qui vous représente les ordres de grandeur des différentes fonctions. Et c'est ce schéma, alors vous devez le connaître, d'accord? Parce que vous devez être capable de savoir, de placer relativement les uns par rapport aux autres, les ordres de grandeur des fonctions. Quand vous êtes en grand O de log de n, ou en grand O de 1, c'est-à-dire une constante, ou en grand O de n, c'est des choses qui sont gérables, informatiquement parlant, même sur de très grandes tailles de données. Dès que vous allez être en n log n, ça c'est la complexité des meilleurs algorithmes de tri. Vous voyez que déjà, ça va devenir délicat sur des grandes tailles de données. Mais dès qu'on est sur un ordre de grandeur supplémentaire, du polynomial, c'est-à-dire plutôt cube, puissance 4, etc., là ça y est, on est dans le rouge. De l'exponentiel ou du factoriel, là c'est encore pire, vous savez que vous n'aurez jamais une solution à votre problème. Voilà, à bientôt.